Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda ? Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé « Effet Mathilda » l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosalind Franklin, qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper, qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Laurent et j'ai rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilda, aujourd'hui, est Élodie Chabrol. Élodie Chabrol est chercheuse, était chercheuse, on verra pourquoi tout à l'heure. Elle est passée par des rencontres avec des rats aux yeux rouges, des acteurs porno, une immortelle. Et elle va nous raconter ce qui l'a menée aujourd'hui vers un voyage à travers le monde. Élodie Chabrol, quand on devient chercheuse, c'est quoi le déclic ? Alors j'aurais bien aimé avoir une superbe histoire du style j'ai entendu un prof à l'école ou j'ai fait une rencontre. Pour moi, c'était vraiment un peu de la chance. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais être prof. Donc je suis allée à la fac et puis en licence, je ne savais pas exactement vers quelle voie me tourner. En tout cas, vers quel diplôme faire, etc. J'ai demandé à l'orientation de la fac et ils m'ont dit non, mais oublie l'agrégation, ça sera beaucoup plus simple de faire une thèse. Alors, bon, c'est un peu drôle parce que c'est pas plus simple de faire une thèse, mais bêtement, j'ai suivi en me disant ok, je vais faire une thèse, je vais être maître de conf, très bien, finalement c'est prof, mais c'est prof à la fac et c'est ce que j'ai envie de faire. Et je suis rentrée en Master 1 dans un labo de recherche et j'ai découvert la recherche et là, je suis complètement tombée amoureuse de la recherche. Pourquoi tomber amoureuse ? De quoi on tombe amoureuse quand on commence à rechercher, quand on rentre dans un laboratoire ? Bonne question. Je pense qu'on... C'est une odeur, c'est une rencontre, c'est une façon de réfléchir, c'est une liberté aussi de se dire je peux travailler sur plein de choses, je peux découvrir des choses qui n'existent pas. Et je pense que pour la petite gamine très très ennuyeuse que j'étais quand j'étais petite, où j'arrêtais pas de demander pourquoi, je pense que c'était parfait pour moi. C'est-à-dire que ennuyeuse c'est vraiment... parce que curieuse. Parce que curieuse, je passais mon temps à demander pourquoi, à poser des questions. Et au final, la recherche, c'est exactement ça. On se frotte à des choses qu'on ne connaît pas et on découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et au final, on repousse les limites du savoir. Et je pense que c'est vraiment ça avec quoi je suis tombée amoureuse de ça, quoi. Master 1, Master 2, vous êtes déjà une jeune femme. Mm-hmm. C'est la rencontre avec aussi des gens, des chercheurs peut-être, ouais. qui vous ont guidé, pris la main dans cette voie. C'est qui ? C'est qui la personne ou les personnes qui ont compté à ce moment-là ? Alors, celle qui a vraiment compté, en tout cas dans mon arrivée dans la recherche, c'est le docteur Isabelle Brun-Is, qui a été ma directrice de stage en M1. Et elle, vraiment, je pense qu'elle m'a laissé une liberté qu'on avait très peu en master. Et c'est un peu grâce à ça que vraiment je suis tombée amoureuse de la recherche. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée en master avec un programme vraiment défini. Elle m'a vraiment emmenée dans les réflexions qu'elle avait. En gros, on a été deux jumelles pendant 3 mois. Je l'ai suivie partout. Dès qu'on allait voir le chef du labo et qu'on s'asseyait, déjà sa porte était toujours ouverte. Et on pouvait se poser direct, venir à son bureau et parler pendant 1 heure sur les résultats qu'on venait de trouver, essayer de comprendre pourquoi. Et on se creusait la tête avec lui. Et je pense que du coup, j'ai vraiment eu ce petit coup d'œil pour vraiment ce que c'est que la recherche. Et parfois, en master, j'ai l'impression qu'on donne des projets qui sont déjà tout carrés. Parfois, on n'accompagne pas vraiment les chercheurs dans leur travail de tous les jours. Et vraiment, le travail de recherche, de se dire, là, on vient de trouver ça. C'est hyper bizarre. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pensait trouver. S'asseoir avec quelqu'un et en discuter pendant 2-3 heures parfois sans regarder l'heure. Et partir dans des discussions passionnantes. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et Isabelle, en tout cas, m'a complètement embarquée là-dedans. C'était vraiment passionnant. Et je travaillais sur de la génétique humaine, qui vraiment, dès le début, j'ai toujours adoré. Et sur des cellules humaines. Donc vraiment, j'étais dans le centre vraiment de ce qui me passionnait, quoi.
Vous avez été accueilli en recherche finalement. J'ai été accueillie en recherche, vraiment en recherche. Pas juste comme une étudiante de master à qui on donne un petit projet sur le côté. C'était vraiment le gros projet sur lequel le labo travaillait. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé travailler avec des cellules humaines qui étaient assez rares, qu'on recevait de temps en temps, qu'il ne fallait pas contaminer. Enfin, c'était du vrai travail de recherche, quoi. Une vraie responsabilité. Ouais. Dans tout ça, qui est Henrietta ? Alors, c'est l'immortel dont je parlais tout à l'heure. Henrietta Lacks, c'est la femme de qui ont été prises les fameuses cellules ELA, si ça parle à ceux qui nous écoutent. Ce sont les premières cellules qui ont été mises en culture dans un laboratoire. Et en fait, c'est une femme qui avait un cancer et qui n'a jamais su que ces cellules avaient été prises et surtout n'a jamais su au final quelle avait été son implication dans la biologie de nos jours. Et ces cellules sont largement utilisées dans beaucoup de labos maintenant. Donc c'est elle, Henrietta. Et Henrietta Lacks. Est de fait immortelle aujourd'hui dans tous les labos de France et du monde, en réalité. Ça, c'est la lune de miel avec la recherche. C'est l'entrée en recherche, c'est le master, ça c'est le master 1, c'est le master 2. Coup de foudre. C'est le coup de foudre. Ensuite, il y a le passage parfois difficile de la thèse. La thèse, pour vous, ça a été facile, difficile, ça a été une étape. Ça a été une étape un peu plus réaliste, dans le sens où j'ai passé pas mal de mois sur des choses qui n'ont pas marché, qui ne sont même pas dans mon rapport de thèse. Donc c'était un peu plus un petit rappel à la réalité de la recherche, c'est-à-dire que parfois on fait des hypothèses, parfois on se dit qu'on va aller travailler avec des matériaux qui ne sont pas forcément très coopératifs, etc., etc. Donc c'était un mélange des deux. C'est quoi des matériaux pas très coopératifs ? Là, typiquement, c'était... C'est un rat un peu récalcitrant ? Alors là, c'était pas encore les rats, c'était les neurones qui avaient décidé de mourir au lieu de me montrer ce que je voulais. Des neurones en culture qui étaient pas très très sympas avec moi. Mais c'était un mix des deux, je dirais, parce que j'ai vraiment eu énormément de chance. J'ai pu faire beaucoup de choses en thèse parce que je suis un petit peu hyperactive, donc forcément en thèse ça a bien marché parce que je faisais plein d'expériences en même temps. Et du coup, j'étais partie de la génétique humaine et j'ai pu faire de la génétique. Après, j'ai pu toucher aux cellules, donc en gros réfléchir et se dire ok, cette mutation-là, elle crée une maladie chez l'humain, mais pourquoi ? Donc prendre le gène muté, le mettre dans une cellule et voir en fait ce que ça causait comme souci dans la cellule. Et puis après, j'ai eu la chance de transformer ça aussi en modèle animal. Donc j'ai travaillé aussi sur la souris. Et c'est là où j'ai commencé à faire des EEG, des électroencéphalogrammes, donc implanter des petites électrodes dans les cerveaux des souris pour enregistrer leurs activités électriques. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire vraiment tellement de choses différentes pendant 3 ans que c'était à la fois génial et à la fois frustrant parce que j'ai appris qu'effectivement en recherche, c'était pas tous les jours gagnant, quoi. Quand on manipule des neurones, quand on manipule des cellules humaines, immortelles ou non, à quoi on pense ? Alors oui, on pense à 2 choses. On pense il ne faut pas que je me loupe parce qu'on a conscience que particulièrement quand on travaille avec du matériel humain, c'est hyper rare et que du coup, là, ce qu'on a dans les mains, il ne faut vraiment pas se louper. Notamment en thèse, j'ai eu de la chance de travailler à la Pitié-Salpêtrière où ils font des résections de cerveau. Donc ils enlèvent un petit morceau de cerveau à des patients épileptiques et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des petits morceaux. Donc là, je suis allée à l'opération, j'ai vu la personne sur la table d'opération et je suis repartie avec un petit morceau de cerveau de cette personne. Donc là, c'est vraiment plus réel, on ne peut pas faire plus réel que ça. Et donc effectivement, on se dit, il ne faut pas que je me loupe. Et puis oui, toujours, on pense, Henrietta Lacks, ça m'a passionné de lire ce bouquin parce que quand on travaille avec ces cellules-là, c'est vrai que lire l'histoire de la personne... d'où elles ont, d'où ça vient, comment elles ont extraites, etc. C'est passionnant. Une noire américaine dans les années 50. Exactement. Avec une histoire passionnante. Une vie pas forcément très facile. Et puis voilà, moi je suis très empathique, donc effectivement, toujours je pense à ce qu'il y a derrière, notamment pareil, travailler avec des animaux, ça n'a pas été non plus très facile. Alors l'empathie, justement, on peut en parler. Il y a l'empathie avec les animaux, et l'empathie peut-être même avec le matériel qu'on utilise. Quand je dis matériel, c'est les cellules humaines peut-être aussi, et les gens qui les ont fournis. Mais il y a aussi l'empathie entre les gens, entre les chercheurs. On dit parfois de la recherche que l'image extérieure de la recherche est un métier de blouse blanche un peu idyllique. Est-ce que c'est un métier de gens gentils ? Est-ce que c'est un métier empathique ?
ou est-ce que c'est un métier dur ? C'est assez cruel. C'est pas bisounours idéal. Très clairement, c'est assez cruel parce que c'est très très compétitif. Et que au final, c'est un boulot pour lequel on travaille pour soi. Pour bien publier, pour avoir une bonne position. Donc, quand on publie un article, en tout cas en biologie, l'idée, c'est qu'on doit avoir une position intéressante sur la liste d'auteurs. Donc, généralement, soit premier, soit tout dernier. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de batailles dans les labos pour quand on travaille sur un projet, pour être, crédité à sa juste valeur. Et parfois, malheureusement, il y en a qui abusent. Donc la première place et la dernière place sont les seules qui comptent en sciences. Quand on lit un papier, pour que les auditeurs comprennent bien, quand on lit un papier scientifique, alors je ne parle pas évidemment à nos auditeurs qui connaissent déjà tout ça, mais quand on publie un papier, un chercheur, la première et la dernière place sont les plus importantes. Les autres ne comptent pas ou presque. Oui, voilà. Après, il y en a, bien sûr, on va avoir des gens qui disent que c'est la même chose, c'est pas grave. Mais surtout quand on est jeune chercheur, en fait, le tout premier, c'est la personne qui a fait le plus de choses pratiquement, donc en termes d'expérience, etc. Et le dernier auteur, c'est plutôt du management. Donc ça va être quelqu'un qui a géré le projet, qui a écrit, etc., etc. Donc effectivement, la première place et la dernière place, généralement, c'est celle qu'on vise. Et avez-vous été à la deuxième place alors que vous auriez dû être à la première ? Alors, j'ai été à la deuxième première. La deuxième première place. Exactement, c'est une façon très sympa d'être relayé deuxième, mais on a une petite étoile derrière notre nom qui dit qu'on a contribué d'une façon égale. Sauf que quand l'article est cité, c'est toujours avec le nom du premier auteur, et c'est nom du premier auteur étal. Donc du coup, quand on est deuxième avec une étoile, au final, on est deuxième, quoi. Donc l'étoile ne compte pas ? L'étoile ne compte pas, et pour être honnête, de temps en temps, l'étoile, on la voit que quand on télécharge l'article, qu'on s'y intéresse vraiment. Donc au final, quand on est deuxième, c'est pas forcément terrible. Et mon tout dernier article, effectivement, j'ai été deuxième. Donc c'est un métier d'individualiste qui pense aux autres. C'est un métier, c'est difficile. C'est un métier il faut penser à soi de temps en temps et se faire passer devant. Et c'est pour ça que si on est un peu trop empathique parfois, ça se passe pas super. Et votre histoire, c'est l'histoire de trop d'empathie ? C'est l'histoire de peut-être un peu trop d'empathie, peut-être j'étais un petit peu naïve aussi à des moments. Je pense que voilà, j'ai pas imaginé qu'on puisse essayer de me voler quelque chose qui était vraiment à moi, mon projet, mon projet, mon boulot. Il y avait plein de gens autour de moi, on a tous participé à un truc et je pensais pas qu'on pourrait voler mon projet en fait. Alors parlons de Londres, parlons de ce moment de votre vie, de cette ville où s'est jouée une partie de votre passé et surtout une bonne partie de votre présent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Plein de choses. Alors après ma thèse à Paris, je suis donc partie en postdoctorat à Londres. Donc le postdoctorat, en gros, c'est la période après le doctorat, avant d'avoir un poste de chercheur attitré, comme on dit en Angleterre, c'est PI, Principal Investigator, en français chercheur. Ça peut durer assez longtemps. Le temps suspendu entre la fin de la thèse et le statut de chercheur. C'est une faille temporelle pour les chercheurs. Voilà, ça peut durer quelques années, quelques mois même, suivant les disciplines, comme ça peut durer très longtemps. J'en avais fait un premier d'ailleurs de postdoc de 2 ans et demi qui n'était pas fantastique. Et donc j'ai commencé un deuxième postdoc en neurosciences à UCL, qui est une très bonne fac. Et puis au final, ce projet, donc j'ai bossé 4 ans et demi sur ce projet de thérapie génique in vivo. Donc c'est un projet qui est très long, c'est normal. Pour certains, 4 ans et demi, ça peut paraître très long. Mais c'est un projet préclinique, donc de traitement de l'épilepsie, donc vraiment neurosciences in vivo. Et en gros, donc j'ai créé ce projet, j'ai travaillé dessus et je me suis retrouvée à me faire un petit peu voler les crédits de ce projet par mon étudiant en thèse, que j'avais formé sur le projet et que j'avais formé sur quasiment toutes les techniques qu'il a utilisées. Donc c'est l'irrésistible ascension d'une jeune chercheuse bloquée par un étudiant en thèse. Qu'a-t-il fait cet étudiant en thèse exactement ? Alors en fait, l'étudiant en thèse m'a en gros volé mon article un petit peu. Donc dans un article de science, ce qui compte, alors en tout cas en biologie, ce qui compte, ça va être l'ordre d'apparition de votre nom
dans la liste d'auteurs. Quand il apparaît en tout premier, ça veut dire qu'on a fait toutes les expériences. Quand il apparaît en tout dernier, ça veut dire qu'on a managé le projet. Et plus on est au milieu, plus au final, le papier compte pas vraiment dans notre carrière. Et donc, avec cet étudiant, normalement, l'article était censé être avec mon nom tout devant. Et en fait, il allait voir le chef et il lui a tout simplement demandé si son nom pouvait passer devant le mien. Donc, que le chef a accepté. Et le chef a accepté. Alors, je pose la question de manière triviale, mais a-t-il accepté parce que l'étudiant a eu les couilles de demander ? C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit l'étudiant a eu les couilles de me demander ça, donc je lui ai donné ça. Et là-dessus, je lui ai répondu, j'aurais bien aimé avoir les couilles de te demander ça, mais en fait, comme c'est mon article, c'est mon projet, je vais pas te le demander, ça me revient. Et en fait, j'ai essayé de négocier derrière. Et il m'a dit, mais de toute façon, ça change rien. Et puis voilà, il a eu le courage, c'est bien. En gros, il était décidé à ce qu'il soit devant moi. Tout simplement. Tout simplement. Et sans autre forme de procès. Ah, c'était décidé, c'était comme ça. Et c'était un gros revirement de situation parce qu'en fait, donc en postdoc, parfois, c'est un petit peu gladiateur. C'est-à-dire que tout le monde se bat un petit peu pour son projet, pour son petit projet, son article, etc. Et en fait, ça arrive que dans certains labos, beaucoup de postdocs aient des projets très similaires. Et du coup, au moment d'écrire un papier, les gens se retrouvent à se mettre ensemble sur des articles ou un peu se battre, etc. Et en fait, on avait déjà eu un souci de co-auteur avec un autre postdoc. Et mon étudiant et moi, justement, on s'était un peu bataillés pour être tous les deux devant cette troisième personne. Et du coup, on était heureux. Je pense que j'ai un peu déposé les armes en mode « c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant ». Et puis en fait, si. Est-ce que le fait, je pose la question, est-ce que le fait d'avoir été une femme, dans un milieu peut-être plus masculin, en tout cas dans un laboratoire peut-être plus masculin que d'autres, a joué contre vous ? Là, complètement. Dans ce labo-là, je ne ferai pas une généralité de tous les labos, mais clairement, ce labo-là, il y a une des femmes qui était chercheuse, donc une des boss, la seule boss femme du labo, qui est partie et qui a dit que ce labo était dominé par les hommes, quoi. Donc, de fait. De fait. Clairement, elle l'a avoué. Et là, c'est un truc que j'ai vu. Au départ, je ne faisais pas trop attention à ça. Et puis, au bout d'un moment, vraiment, les hommes étaient soutenus. Et les femmes l'étaient beaucoup moins, voire pas du tout. Donc on peut voir maintenant tous ceux qui ont eu des bourses, qui ont eu des jobs permanents, etc. C'est tous des hommes et toutes les femmes, elles sont toutes parties. Alors on va dire oui, c'est pour faire de la communication, parce que les femmes, vous êtes meilleures en communication. Mais très clairement, il y a eu un manque de soutien du chef, qui soutenait généralement les hommes. Est-ce qu'il faut en tirer une leçon sur la recherche ou est-ce que c'est ce labo ? Alors, je sais que ça arrive ailleurs, mais il ne faut pas non plus faire une généralité, c'est-à-dire qu'il y a de très bons chefs. Il y a des chefs vraiment, notamment les gens que j'avais eus en master. Il y a certes, c'était une directrice de stage, mais le directeur de labo était génialissime. Il y a vraiment des gens qui font attention, pour qui être une femme, être un homme, c'est vraiment, c'est pas ça le problème. Ça va être quelle est la qualité des recherches qu'on fait. Malheureusement, en neurosciences, c'est un milieu qui est très très compétitif. Donc voilà, là, c'était très compétitif dans une fac compétitive à Londres. Voilà, j'ai un peu additionné les facteurs. Mais ça arrive. Je pense que c'est comme dans le milieu du travail tout court. Voilà, parfois, c'est compliqué quand on est une femme, parfois c'est plus facile. Là, vraiment, c'était un labo très clairement dominé par les hommes, très clairement... En étant un homme, on recevait beaucoup plus de soutien. Ce que j'appelle soutien, c'est juste des trucs tout bêtes, comme donner des présentations, par exemple, importantes, plus aux hommes qu'aux femmes, voire pas du tout aux femmes et aux hommes, complètement toutes les présentations, etc. C'est ce genre de choses, en fait. Donc c'est parfois un sport de gentleman qui est pratiqué par des brutes. Exactement. En blouse blanche. Exactement. Qui plus est. Ouais. Vous n'allez pas vous en tirer sans nous raconter l'histoire de l'étudiant. Du second métier de l'étudiant. Alors, c'est pas l'étudiant, c'est le troisième postdoc. Le troisième postdoc, des plus étudiants. Que faisait-il sur ses heures de travail ? Alors, l'autre postdoc, sur ses heures de travail, était une star porno. Et quand je dis star porno, en fait, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est vraiment une grosse star. Et il est apparemment reconnu dans le milieu.
Donc, il est en première place dans son article. S'il avait un article, il serait en première place, en tout cas. Oui, à lui, pour le coup, il était derrière moi, sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, oui, voilà, c'est assez intéressant ce qu'on peut retrouver dans les laboratoires. On recherche les hobbies de certaines Mais c'est une histoire de personnes. science aussi, puisque vous avez co-signé un papier. On a co-signé un papier. Dans quelles conditions ? Du coup, avec lui, c'était compliqué aussi. De toute façon, ce labo était très compliqué. À partir du moment où on publiait, je pense qu'on ne publiait pas des masses comparé au prestige du labo. Donc du coup, dès qu'il y a un papier, un article qui voyait un petit peu le jour, tout le monde se jetait dessus et du coup, c'était un massacre à chaque fois, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un papier, pour un labo, c'est la vie ou la mort, parfois. Exactement. Surtout Et pour un chercheur. Pour un chercheur, surtout pour des postdocs. L'idée, c'est que généralement, on fait une thèse. Donc moi, j'ai fait la mienne, je ne l'ai pas citée, mais j'ai fait la mienne à ce qui est devenu l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Et du coup, l'idée, c'est de partir en postdoc, généralement à l'étranger, d'amasser le plus de papiers possible, ou en tout cas des articles les plus prestigieux possibles et les plus intéressants, et de revenir avec tout ça pour postuler à des postes de maître de conf, de chercheur, etc. Ou de rester dans le pays et essayer d'avoir des bourses. Mais en gros, le chercheur est évalué avec les papiers. C'est-à-dire qu'on sait combien vous valez au papier que vous avez produit. Donc il y a deux choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la liste d'auteurs, donc suivant sa place, sa position dans la liste d'auteurs. Mais il y a également l'impact factor. Donc c'est comme ça qu'on mesure les articles. Et plus un article est bon, plus il est cité, enfin plus un journal est cité, plus l'impact factor va être haut en fait. Et donc généralement, on veut avoir une position, on va être bien placé dans la liste d'auteurs, dans des super journaux avec un impact factor très haut. Hunger Games. Hunger Games. Vous nous avez décrit une lune de miel, ouais. Des difficultés, comme dans un couple en fait, la recherche et vous. Ouais. Et il y a une Saint-Valentin qui arrive enfin. Il y a une Saint-Valentin, exactement. Le 14 février 2013. 14 février 2013, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le 14 février 2013, ça a complètement changé ma vie. Et ça va paraître très bébête de dire ça, mais la Saint-Valentin 2013 a changé ma vie. J'ai reçu un email d'un festival qui commençait et qui cherchait des volontaires. J'ai répondu, je me suis proposée parce que j'ai toujours adoré organiser des choses, voilà. Et puis là, j'avais envie de me mettre dans la communication, dans l'organisation d'événements scientifiques. Et il se trouve que ce festival, c'est Pint of Science et que maintenant, c'est un gros festival au final. Alors, si mes informations sont bonnes, c'est pas un gros festival, c'est le gros festival mondial de la vulgarisation, oui. Sans fausse modestie. Non. Ça fait toujours bizarre quand on dit ça, parce que c'est vrai que pour moi, c'est mon bébé. Je le bichonne depuis bientôt 7 ans. Mais oui, on sera dans 29 pays là au mois de mai. 150 000 personnes ? Alors, dans le monde, l'année dernière, 150 000 personnes, 400 villes à peu près. Et là, pour mai 2020, on est entre 550 et 600 villes, probablement, dans ces 29 pays. Donc, Est-ce que c'est une manière de faire toujours de la recherche ? C'est une manière d'être toujours proche de la science. Et surtout, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en faisant de la communication scientifique, je me suis rendu compte que finalement, la recherche, c'était génial, c'était passionnant. Parfois, le côté manuel des expériences me manque et va me manquer, je pense, toute ma vie. Mais ce qu'on fait en recherche, c'est qu'on creuse très, très, très profond sur un tout petit carré. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre un tout petit sujet et on va essayer de le retourner dans tous les sens pour comprendre comment ça marche. Mais du coup, souvent, le public ne comprend pas d'ailleurs, parce qu'on dit, oui, je suis chercheuse en neurosciences, on va nous poser des questions sur tout, les neurosciences. Forcément, on est chercheur en neurosciences, on connaît le cerveau. Sauf qu'en fait, moi, typiquement, j'ai fait ma thèse sur l'épilepsie. Et après, j'ai fait mon postdoc sur l'épilepsie et je ne connais même pas tout de l'épilepsie. Je connais certaines formes d'épilepsie vraiment bien. Je connais à peu près l'épilepsie, mais il y a certains mécanismes qui m'échappent parce qu'au final, j'ai gratouillé très, 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 très loin. Je suis allée vraiment en détail sur un sujet, mais au final, c'est vraiment un tout petit sujet. Et quand on fait de la communication scientifique, ce qui est génial, c'est qu'on peut toucher à plein de choses. Et quand j'ai commencé ça, je me suis réconciliée avec la physique, avec l'astrophysique. C'est des trucs que je trouvais toujours trop compliqués, je voyais pas, je comprenais pas. Et en fait, une fois que c'est bien vulgarisé, bien expliqué, finalement, boum, on comprend. Et refaire de la recherche, c'est envisageable ?
Non, je pense pas. Je pense pas et en fait, je suis pas malheureuse parce que j'ai l'impression d'avoir terminé cette partie-là de ma vie. Dans le sens où je suis partie. Au final, c'est vrai que je suis pas forcément partie dans les meilleures conditions de la Terre. Voilà, c'était compliqué. Mais quand on regarde, j'ai quand même terminé mon projet. Je suis pas partie au milieu du projet. J'ai terminé mon projet. On a publié. On a déposé un brevet sur la thérapie génique qu'on a développée. Donc au final, j'ai un peu l'impression d'avoir contribué. D'avoir avancé, d'avoir fait de la recherche. Et puis maintenant, c'est un autre pan de ma vie au final. Et je n'essayerai pas. Et en plus, pour être honnête, ça fait 2 ans que je suis partie. J'avais déjà pas des papiers, pas d'articles super foufou. Si on part de la recherche, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on ne publie pas pendant ce temps-là. Et donc du coup, revenir, c'est impossible. On va toujours trouver des cas de gens qui l'ont fait, je pense, mais c'est très, 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 très compliqué, je pense. Pensez toujours à vos rats. Oh. Ça me fait un peu mal au cœur. J'avoue, quand je rentre... Rat de laboratoire, je précise. Mais quand je rentre le soir dans Paris et que je vois des rats, ça me fait mal au cœur pour ceux sur lesquels j'ai travaillé. Mais après, c'est vrai que... Voilà, parfois, on nous dépeint, nos amis nous disent « Ah, combien d'animaux t'as tué aujourd'hui ?» Comme si on était des bêtes sanguinaires. Le matin, on partait content d'aller découper du rat. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très, très difficile. Et il faut se dire, c'est difficile pour moi. C'était difficile pour la majorité des gens avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que on fait ça parce qu'on a besoin de cerveau et que pour l'instant, on n'a pas d'alternative. On ne peut pas avoir de vrai cerveau, voire d'organismes entiers. Quand on travaille sur de la thérapie comme ça, il faut des organismes entiers. On n'a pas d'alternative. Donc, le travail sur animaux, c'est vraiment pas on torture des animaux pour notre plaisir. Déjà, on fait vraiment en sorte que tout se passe bien, qu'ils souffrent le moins possible, voire pas, qu'on puisse tester ça dans des conditions le plus humaines possible. Et puis oui, ça fait toujours mal au cœur. Mais je suis contente justement de ne plus avoir à travailler sur animaux. Merci Élodie Chabrol. Merci Laurent. C'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Productions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.